on parle toujours, si on regarde ses enfants, on dit est-ce qu'il est plutôt intellectuel, est-ce qu'il est plutôt manuel? Puis on a toujours ces deux catégories. Puis moi, je trouve que non, il y a des enfants qui sont ni intellectuels ni manuels, mais ils ont une intelligence émotionnelle énorme. Cette intelligence émotionnelle, ça en fait des vendeurs extraordinaires. Salut et bienvenue au podcast Développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast? Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec toi. Dans cet épisode, j'échange avec David Sen, connu en tant qu'administrateur d'Automobile Sen, qui est le plus grand garage du canton de Neuchâtel. Dans cette partie 1, on a abordé plusieurs thèmes comme Big Dream, cette jeune entreprise dans laquelle il a investi et qu'il mentore. On parle de son parcours, de l'entreprise familiale, du développement du garage et de l'évolution de son rôle. On parle de vente, de la stratégie salariale pour les commerciaux et d'exemples de rémunération. On parle d'apprentissage et bien d'autres points. David est passionné par la vente, donc je voulais mettre l'accent là-dessus car c'est fondamental à un moment donné pour toutes les entreprises. Je te souhaite un excellent épisode. David, qu'est-ce que Big Dream? Oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'un garagiste fait avec Big Dream, quoi? Enfin, C'est ça. oui, parce que dans Big Dream, il y a le mot bigoudi. Donc, évidemment, c'est un produit pour la coiffure et tout. Ça n'a rien du tout à voir avec l'automobile. Mais c'est une très belle histoire de notre ambassadrice au garage, qui est Angie Hoth, la chanteuse, qui a fait la finale de The Voice Suisse, qui a fait aussi la finale suisse de l'Eurovision, qui est coiffeuse à la base. Et enfin, nous, au garage, on l'invite toujours comme chanteuse parce qu'elle chante extraordinairement bien. Elle a une justesse incroyable et un timbre de voix magnifique. Alors, elle est notre ambassadrice pour le garage quand il y a des manifestations, des expositions. Mais à la base, elle est coiffeuse. Et dans le cadre de son métier de coiffeuse, elle a fait une invention qui s'appelle Big Dream, qui est un soin 100% naturel pour les cheveux. Et voilà, je l'ai connue par le garage. Elle m'a parlé de cette invention. Et puis, je l'ai encouragé, alors que toute sa famille l'a découragé. Et puis, enfin non, j'exagère un peu, mais ça n'intéressait pas trop les membres de sa famille. Et puis, alors qu'elle, elle était passionnée par son projet. Et puis, elle avait peur que quelqu'un la démotive. Et moi, j'ai dit non, non, non. Je vais vous encourager, je vais vous pousser à développer ça parce que c'est une trop belle invention. C'est un soin absolument fabuleux pour les cheveux. Et justement, Oui, j'ai bien aimé comme tu as commencé en disant qu'est-ce qu'un garagiste fait avec Big Dream. oui, Bah, justement, j'avais pas envie de commencer directement par Automobile Sen. oui, Parce que finalement, alors, si on est de Neuchâtel, on connaît oui. le garage Sen, Automobile Sen. Euh, je... Est-ce qu'à Genève, on connaît Automobile Sen? Où on va aller? Non, moi, nous sommes une entreprise vraiment locale. C'est Neuchâtel, Yverdon, Chaux de Fonds. Donc, Voilà. ça, c'est notre rayon d'action. Euh, oui, oui, il n'y a personne à Genève qui est client chez nous. Donc, on ne sera pas du tout connu là-bas. Par contre, à Neuchâtel, comme l'entreprise aura 65 ans au 1er mars, que on a toujours été au même endroit, qu'on a toujours vendu les mêmes marques, eh bien, on a une notoriété absolument extraordinaire. Et puis, on vient de terminer une étude par la HEARC en marketing, qui sont allés questionner les gens dans la rue. Puis ils disent, citez-moi le nom d'une concession automobile. Et alors, on sort à tout de notoriété spontanée, donc sans aucune assistance. On dit simplement, citez-moi une concession automobile et on a un taux de 86%, si je ne me trompe pas de l'étude, mais enfin, c'est très élevé alors que les autres concessions sont entre 20 et 30. Mhm. C'est impressionnant. euh, voilà, le fait qu'on soit à l'entrée de la ville et tout, et enfin pour toutes les raisons que j'ai citées avant, et on est vraiment très, très connu. Scène automobile, c'est très fortement lié.
En même temps, tu sors de la maternité à Neuchâtel et tu vois garage Seine ou automobile Seine. Oui, voilà, exactement. Il y a l'hôpital qui est juste devant. Et, hum, et donc voilà, et je posais la Oui, oui, question. oui, mais c'est des petites choses comme ça. C'est quand les gens disent ah, je dois aller à l'hôpital, mais c'est où? Mais tu sais, c'est En en face de face. chez Seine, là. Ouais, ouais. Puis on peut parquer, non, c'est difficile, mais enfin, etc. C'est ce genre de choses. Puis le mot Seine, il vient dans la discussion des gens. Mhm. Et moi, tous les jours, je vois des gens qui viennent pour la première fois dans le quartier parce que ils doivent aller à l'hôpital et puis ou doivent aller. Enfin, s'ils vont à la Maladière, bah là, il y a un parking quand même. Mais enfin, ils viennent dans un quartier très animé. Mhm. Et je posais la question, est-ce que à Genève, on vous connaît? Est-ce qu'à Valais, ou en Valais, on vous connaît? Parce que justement, quand je demandais, comme on a introduit l'épisode en disant donc, qu'est-ce que Big Wood Dream, finalement, si on a des gens hors canton de Neuchâtel qui nous écoutent, ne sauront pas forcément qui est David Sen. Par contre, à Neuchâtel, on te connaît. Et donc, tu vois, Oui, oui. ça crée une dynamique différente pour les auditeurs de Neuchâtel qui vont dire, mais de quoi est-ce qu'on parle? Et Ouais. finalement, les autres qui vont juste écouter en se disant, ah ok, qu'est-ce que Big Good Dream? Tu vois? Ouais. Et, et donc, David, avant qu'on entre vraiment en plein d'échanges, pleine discussion, qui es-tu? Alors, bah, j'ai 57 ans. Et voilà, je suis marié, j'ai deux enfants adultes qui vivent encore à la maison pour notre plus grand bonheur. Et puis, C'était ironique? non, 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 c'est pas du tout ironique, non, non, c'est sincère, c'est sincère. On est, on- voilà, on est une très belle famille. Et puis, voilà, je suis de Neuchâtel, et puis j'ai dirigé maintenant pendant plus de 30 ans l'entreprise familiale que mon père avait créée. Et c'est surtout, enfin, pour ça que je suis connu, parce que c'est mon activité principale, c'était la direction d'Automobile Seine. Et puis après, j'ai fait aussi deux, trois autres activités à côté, mais bon, ma, ma, ma religion principale, c'est Automobile Seine, c'est l'entreprise. Et justement, ces deux, trois activités à côté, tu penses à quoi? Oui, voilà, alors à côté, bah, oui, enfin, il y a deux, trois choses comme ça. Bah, j'adore tout ce qui est entrepreneuriat. Donc déjà, quand j'étais étudiant à l'université, parce que voilà, j'ai fait une licence en sciences éco, après un master en management international. Mais et- À Neuchâtel? non, le master, je l'ai fait à la Cranfield Business School. Ah, ok. C'était, c'était un partenariat entre Cranfield et puis HEC Lausanne. C'était ensemble. Voilà. D'accord, donc tu as fait ton bachelor à Lausanne. Mais à l'époque, il n'y avait pas. On faisait une licence en sciences éco, on faisait une demi-licence, une licence, puis après, c'était tout. C'était comme un master. Ah, ok. Puis moi, j'avais fait en plus un MBA, en fait. D'accord, Un d'accord. MBA, mais en management international, qui se limite pour moi entre les garages sont à Neuchâtel, Yverdon-Chaux-de-Fonds, mon international, c'est ça. Mais bon, j'étais étudiant, ça me plaisait beaucoup, Donc et tu puis j'ai fait étais, ça. Ouais. Ouais. c'est Angleterre? Cranfield, c'était en Angleterre, oui. Angleterre, ouais, ok. Ah, alors à l'époque, enfin, il y avait la London Business School qui était le numéro un, et puis Cranfield était numéro 2. Mais c'était une chance de pouvoir, par l'Uni de Lausanne, pouvoir faire un semestre là-bas et le reste du MBA à Lausanne. Ouais. Et donc ta première expérience professionnelle fut au garage Seine? Non, j'ai eu une expérience chez des consultants qui s'appelait ICME, D'accord. ICME, à Lausanne. Et c'était oui, c'était la maison du bonheur pour moi. C'était varié, on avait des mandats, on a, on allait visiter les clients. Ce travail de consultant en stratégie, c'était extraordinaire parce que c'était la crème de la crème, quoi. Et moi, j'étais un petit junior là, avec des gens brillants. Et, et d'ailleurs, j'ai une anecdote assez drôle à ce propos.
c'est qu'un jour, il y a un consultant qui est arrivé, parce qu'on avait un mandat de Nestlé, je peux en parler parce que c'est il y a plus de 30 ans. Donc, puis il est arrivé avec une machine à café, Nespresso, puis il la pose sur la table devant tous les consultants, là, pendant le grand meeting du vendredi, où tout le monde était réuni. Puis j'ai un problème, il y a Nestlé qui a inventé des capsules, puis ils ne savent pas comment les vendre. Et maintenant, il faut qu'on trouve une idée, comment faire, parce que cette invention est géniale. Alors, on a tous goûté, on dit, ah oui, le café, il est vraiment bon, hein. Ah oui, il est meilleur que la norme. Enfin, on a tous été enthousiasmés par le produit. Et puis, on s'est dit, mais maintenant, ça ne suffit pas d'avoir une machine, un produit, mais comment on fait ce business model? Et puis, je crois, à l'époque, ils s'orientaient surtout pour des machines entreprises, et puis, sans toucher le grand public. Et il y avait un embarras là autour de quelque chose qui était nouveau, que le marché n'avait jamais demandé, puis que tout d'un coup on proposait au marché. Et, et ça, c'est un joli souvenir parce que, alors c'est pas moi qui me suis occupé de consulter, de conseiller Nestlé, c'était les gens de chez ICME. Et ça, c'était un mandat fantastique, oui. C'était intéressant d'avoir participé à la germination de ce Nespresso qui est devenu maintenant Ouais, la machine de guerre internationale de Nestlé, quoi. ouais, c'est sûr. Puis là, à l'époque, c'était juste une petite graine. C'était beau, quoi, de penser à ça. Et tu as fait combien d'années dans cette Non, entreprise non, de consulting? c'était une année et c'était pas si long. C'était en fait, j'avais dû, quand on faisait le master en management international, il y avait un semestre à Lausanne, un semestre à Cranfield, et puis après, on devait faire encore un semestre euh, comme stagiaire. Et ben voilà, j'ai pu être choisi chez eux. Et j'ai fait chez eux, puis après j'ai continué un peu. Ils auraient aimé que je reste, et puis après j'ai été appelé par l'entreprise familiale. Tu dis que tu as été appelé. Oui, Qu'est-ce que ça veut dire? ben, oui, C'est oui, oui. c'est un appel intérieur, c'est Non, ton non, non, père non, 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 qui... non. Oui, c'était les deux. C'était que mon père, il a créé le garage Seine en 1959. Et puis en 1987, il a acheté le garage à Yverdon, qui était une AMAG. Donc d'habitude, AMAG achète les garages partout. Puis nous, c'était l'inverse. On a acheté le garage AMAG d'Yverdon. Enfin, je dis nous, c'était mon père qui était tout seul à l'entreprise. Et puis, c'était un cadeau empoisonné parce que, à cause de ce garage d'Yverdon, ça mettait en péril le garage de Châtel. Parce que ce garage d'Yverdon ne tournait pas du tout, faisait perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, perdre de l'argent en 87, en 88, en 89, mon père, je le voyais perdre sa santé. Je voyais que ça n'allait plus, quoi. Je le voyais devenir malade. Puis d'un côté, on a fait toutes des études. De mon côté, j'ai fait des études de management d'entreprise. Et puis il y a une entreprise familiale qui va pas. Je me suis dit, bah, je vais aller aider quelques mois. Et puis après, je referai ma petite vie à moi, quoi. Mhm. Je voulais faire un doctorat. Et j'avais même commencé le doctorat. J'étais inscrit à l'Uni pour ça. Et, mais je voyais cette entreprise péricliter, mon père se rendre malade. Puis je me dis, non, non, il faut que j'aille aider quelques mois. Puis une fois qu'on y est quelques mois, après, on ne peut plus quitter, quoi. Oui, Et donc, tu as débuté ouais, pour aider, tu ouais. voulais aider. Ensuite, tu as pris goût. Oui, oui, j'ai pris goût. Et puis, mais oui, c'est des choses que tous ceux qui ont une entreprise familiale, peut-être ils vont comprendre, mais ceux qui n'ont pas une entreprise familiale, ils, ils ont peut-être de la peine à comprendre. Alors, je vais expliquer ce que c'est. C'est que quand on est enfant, ben, on a un père qui rentre à midi, le soir, et il parle de l'entreprise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, on est baigné là-dedans. Et je me souviens déjà, alors mon père, au lieu de donner des noms des employés, il donnait les initiales pour que nous, enfants, on ne sache pas trop de quoi il parlait. Mais enfin, on est baigné là-dedans. On comprend que l'entreprise familiale, c'est quelque chose de très, très, très important.
ça va dans l'ordre du sacré, c'est vraiment une religion et on a un respect pour ça, et on- sans y être, en tant qu'enfant, on est endoctriné par cette religion de l'entreprise familiale. Alors, pas tout le monde a la fibre entrepreneuriale et tout ça, et puis d'autres dans les enfants, vont choisir une autre voie, mais tout d'un coup, voilà, on doit se poser la question par rapport à cette entreprise familiale. De toute façon, on doit se poser la question, est-ce que je veux y aller ou je veux pas y aller et voilà, il y a un moment où on se sent appelé. Et et il faut choisir, voilà. Et des fois, j'ai une autre image, si je dis l'entreprise familiale, c'est un peu, oui, c'est notre région, c'est notre veau d'or. C'est pas la poule aux œufs d'or, c'est vraiment le veau d'or qu'on chérit plus que tout et qu'on trouve fragile, qu'on doit. Et oui, alors, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Et c'était un devoir d'y aller. Oui, Tu as dit que tu as 57 ans aujourd'hui. oui, Est-ce que tu as eu des moments de doute, de réflexion, parce que finalement, tu es entré rapidement, disons oui, rapidement dans le sens, tu voulais faire un doctorat, donc c'était pas forcément ton souhait initial de débuter, de reprendre un jour l'entreprise. oui. Donc est-ce que ensuite, au fur et à mesure, tu as parfois douté? Est-ce que tu t'es demandé ou posé des questions? Ben, en fait, non, c'est pas ce que je veux, mais tu as dit que c'était presque une obligation de reprendre ou d'aider. Oui, 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 ben, déjà, faut pas avoir des regrets. Finalement, je crois qu'on fait les choses qu'on a envie de faire, et puis euh, sinon, ben, on est quelque part, on n'est pas conséquent, et, et j'ai eu plaisir à faire tout ça parce que d'abord, première mission, il fallait rentabiliser l'entreprise d'Yverdon. Il fallait la sortir des chiffres rouges le plus vite possible. Et puis, ben là aussi, un point commun avec Nestlé, je disais, mais c'est pas possible. Nous, on a une seule filiale à 30 kilomètres et elle perd de l'argent. Et Nestlé a des dizaines de filiales, enfin des centaines de filiales dans le monde et ils gagnent de l'argent dans chacune d'entre elles. Comment ils font? Et puis, alors là, elle se pose des questions. Qu'est-ce qu'on doit contrôler dans une filiale? À quelle fréquence? Comment? Et puis, il faut réfléchir et puis poser les choses et puis après faire ses devoirs. Et, et en faisant comme ça, on a réussi à sortir Yverdon. Et je me souviens, j'avais créé un slogan Automobile Saine, le Nour vaudois, j'y crois. Parce que c'était sinistré. Il y avait les anciennes fabriques euh, Olivotti de machines à écrire qui venaient de fermer. Non, c'était sinistré complètement. Alors il fallait redonner le moral aux gens de la région. Et puis d'abord à mes collaborateurs. Et voilà, c'était un premier challenge qui était très bien. Après, on avait le challenge de développer la marque Seat qu'on venait de recevoir, qu'il fallait développer. Et après, il y avait un autre challenge, c'est que on, on vendait très peu de voitures. Voilà, sur un total de 100 voitures, il y avait peut-être 10 à 15 voitures vendues par nous en direct et 85 vendues par nos sous-agents. Tous les petits garages VV dans les villages. Et ce ratio était mauvais, fallait l'inverser, il fallait dire non, c'est nous qui faisons 80% et les petits garages font 20. Et pour ça, il fallait développer une politique commerciale agressive, dynamique, engager des vendeurs. Et, et c'est ce que j'ai fait. Et alors, de un vendeur à Yverdon et un vendeur à Neuchâtel, j'en ai un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et, et finalement, on a une vingtaine de vendeurs. Et aujourd'hui, on fait vraiment même 90% des ventes, nous, en direct. Et puis, les
petits garages dans les villages, ça n'existe plus, ce modèle d'affaires. Alors justement, j'ai été pris de challenge en challenge qui m'ont fait plaisir pour répondre à ta question. Puis, alors c'est clair, par moments, on est fatigué, on est énervé, on en a marre des problèmes, puis on dit, ah, si seulement j'étais devenu prof d'uni, j'aurais une vie plus tranquille. Mais ça arrive à tout le monde. Et puis le lendemain, on repart au travail et puis on est d'attaque, hein. Mais tu es devenu prof d'uni par intérim. Parce que moi, je t'ai eu à la HEG dans le module technique de vente. Oui, alors j'ai... Ah, je dis prof Non, non, d'uni. non, non. Justement, comme ce côté... T'intervenais. oui, à un moment, on a envie de faire partager son savoir. Transmettre. Oui, de transmettre. Et puis, alors, c'est pour ça que je me suis approché de la HEG. Je me suis dit, est-ce que je peux donner quelques heures de cours? Mais je donne vraiment très, très peu. C'est des cours de base marketing sur la politique de prix, la politique de distribution, parce que c'est les deux domaines liés à l'automobile les plus parlants, à la vente et puis à la distribution, tout ça. Donc, voilà, je donne des cours là, et puis j'ai beaucoup de plaisir à le faire, mais ça reste un tout petit à côté comme ça. Oui, on a tous envie au bout d'un moment de transmettre son savoir un petit peu. Et puis j'avais une autre envie aussi, c'est aussi un peu de revaloriser le métier de la vente, parce que c'est un beau métier. Et on, on parle toujours, si on regarde ses enfants, on dit est-ce qu'il est plutôt intellectuel, est-ce qu'il est plutôt manuel? Puis on a toujours ces deux catégories. Puis moi, je trouve que non, il y a des enfants qui sont ni intellectuels ni manuels, mais ils ont une intelligence émotionnelle énorme. Cette intelligence émotionnelle, ça en fait des vendeurs extraordinaires. Et le tout, c'est de savoir repérer, ah là, il y a une personne qui a une intelligence émotionnelle, comme Brian, très très forte, comme toi, qui est très Merci. forte. Je le prends Et en tant puis, que compliment. oui, oui, et puis qui sait communiquer ça. Et là, il y a un potentiel énorme. Et, et qui sort un peu des schémas qu'on nous inculque par la société. Et ça peut aussi aider des parents de se dire, ah oui, mon enfant, il est ni l'un ni l'autre, mais ça, il a. Et c'est pas donné à tout le monde. Ça peut être un immense talent. Moi, j'ai engagé des fois des vendeurs, je me suis loupé complètement. Il est quasiment impossible, je sais que ça existe, de faire des tests pour savoir si la personne sera un bon vendeur ou Mhm. pas un vendeur. Ça existe, on peut acheter ces tests, mais j'ai été convaincu par aucun. Et par contre, oui, on peut, en ayant une ou deux discussions avec la personne, sentir s'il a cette fibre de vendeur. Et c'est ce côté intelligence émotionnelle, le tact, savoir jusqu'où il doit aller, jusqu'où il doit se retenir, comment il sait mettre en valeur l'autre, et ces choses-là qui feront de lui un bon vendeur. Et ça, c'est intéressant, et c'est important de le valoriser aussi. Mhm. Pour la première fois, je crois, tu vois, là on tourne le 36e épisode Oui, et j'ai sorti mon attel parce que, en oui, fait, je me suis souvenu, pendant que tu parlais, je me suis souvenu que j'avais écrit un message, c'était il y a 4 ans, oui. au responsable de filière du Ah oui, bachelor en économie d'entreprise. Et sauf erreur, et là j'ai retrouvé mes notes. Et tu vois, j'ai mis Davidsen le 2 octobre 2020, donc ça fait ouais, 3 ans et demi. Sauf erreur, c'était après notre échange. oui, Et je lui avais écrit, je ne vais pas citer son nom, mais bonjour X, j'espère que vous allez bien. Je vous écris car j'ai eu une discussion avec Davidsen, en parenthèse des garages Sen, et nous avons parlé de vente. Étant donné que nous avons eu un cours de vente dans notre option marketing qui n'a pas atteint mes objectifs, je ne peux que vous conseiller de le contacter le jour où vous chercherez un nouvel intervenant. Bonne semaine et à bientôt, cordialement. Et donc, tu vois, en fait, je me suis trompé. Au début, j'ai dit que tu faisais technique de vente, mais je crois que tu faisais pas un technique de vente. Je crois qu'on... non, non, à la HEG, j'enseigne marketing, Voilà. des prix et de la distribution, mais c'est juste deux petits modules, c'est deux soirs, hein, Moi, nous, on avait été... donc, nous, à l'époque, hein,
mais très déçu de ce module qu'on avait eu en vente Oui, et que moi je t'ai rencontré quelques années après avoir terminé la HEG. Et euh, en fait, tu sais, je fais une parenthèse. Quand on s'est rencontrés en octobre 2020, c'était la genèse de ce podcast. ah C'est oui, la genèse dans le sens où j'ai rencontré des gens qui ont accepté de me rencontrer, comme toi à oui, l'époque. Où moi j'avais des questions là que j'ai en face de moi, tu vois, c'est le même cahier que oui, j'utilisais. Et j'avais ces questions un peu très académiques et précises. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais bon, ce serait intéressant que finalement j'enregistre tout ça ouais. pour que les gens puissent écouter ce dont on parle. Alors maintenant, j'ai plus ce format académique, mais j'ai eu au tout début, dans mes premiers épisodes, le podcast était un peu différent. Et donc, suite à notre séance, notre entretien, rencontre en octobre 2020, je m'étais dit, parce que tu m'avais vendu la vente, et je m'étais dit, c'est dommage de ne pas avoir une personne comme toi qui veut transmettre et qui puisse transmettre justement dans une école business, comme la Haute École de gestion de Neuchâtel, et parler de vente. Parce que je pense que la vente, tu vois, tu as parlé de l'intelligence émotionnelle, mais la vente finalement, c'est pas uniquement vendre ce stylo ou une voiture ou nos prestations ou autre. La vente, c'est aussi se vendre soi-même. Quand tu as un entretien d'embauche enfin, en fait, on vend constamment, quasiment. Oui, Tu vois, même si tu veux, si tu as une idée, oui, oui, euh, il faut la vendre. il faut la vendre à son supérieur. Exactement. Ou si Ouais, tu as une croyance ouais, et tu veux que l'autre personne croit avec toi, mais tu dois vendre cette ouais, croyance. Et, et donc, c'est la raison pour laquelle j'avais écrit ce message au responsable de la filière mm, des bachelors en économie d'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle je suis content qu'on parle de vente parce que ouais, on en a pas, si je dis pas de bêtises, on n'en a pas parlé dans ce podcast, vraiment de la vente, du B à bas de la vente. Et je me souviens, alors ça c'était en 2020, tu m'avais dit que vous avez des objectifs, sauf erreur. Par exemple, on parlait de 80 téléphones par mois par vendeur. C'était environ 1000 téléphones par année. Toi, tu avais des objectifs aussi assez clairs. C'est 2 prospects flotte par semaine. Donc flotte pour celles et ceux qui ne seraient pas du domaine. Donc c'est un parc La- professionnel. les clientèles entreprises, Voilà, ouais. clientèle entreprise. Tu faisais des salons et ça aussi, moi, ça m'avait vraiment marqué que, tu vois, toi, euh, donc directeur de Automobile Seine, c'est environ 170 personnes, c'est ça? 100. Oui, Voilà, 181 ouais. exactement. Soit- soit- Oui, mais soit- il y a des apprentis avec. On a beaucoup d'apprentis. oui, une Oui, trentaine, hein, je oui, crois. on a une Ouais, trentaine d'apprentis dans les c'est 180. incroyable. Ouais, Oui, oui, vous oui. êtes vraiment une grande entreprise formatrice. Oui, alors c'est de tout temps, on a toujours eu beaucoup d'apprentis. On a fait beaucoup mis l'accent sur les apprentis. Et comme on a des garages à Neuchâtel, Yverdon, Chaux-de-Fonds, ben, quand un apprenti a terminé à Chaux-de-Fonds et qu'il est bon, on lui dit viens, on t'engage comme Prenez. mécano à Neuchâtel. Ouais. Sinon, à la Chaux-de-Fonds, il aura toujours l'étiquette du petit apprenti, tandis qu'il vient à Neuchâtel avec un statut de mécano. Il sort de son statut d'apprenti. Et vice-versa. Hein, et donc, on forme dans la carrosserie, dans la tôlerie, la peinture, dans les mécaniciens, les magasins de pièces. Et grâce à ça, on a moins de pénurie de collaborateurs, on souffre un peu moins que toutes les entreprises aujourd'hui où il y a une telle pénurie de collaborateurs. Et on a vraiment, oui, vraiment, on peut aller dans tous les garages du canton, il y aura quelqu'un qui dira, ah, moi j'ai fait mon apprentissage chez Seine. C'est, on fait ce travail-là, on a peut-être plus d'apprentis que des grosses entreprises de Neuchâtel. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que on fait un gros effort parce qu'évidemment, comme apprenti dans nos domaines manuels comme ça, ben, on n'a pas des ingénieurs de l'EPFL qui viennent. On a des gens plus simples et puis qui, par contre, seront très habiles de leurs mains, qui ont ce sens de la mécanique. Mais
on a aussi beaucoup de gens qui viennent voilà, qui viennent d'Irak, d'Afghanistan, des réfugiés, des enfants de réfugiés qui font un métier. Et s'ils étaient restés dans leur pays, ils seraient devenus médecins ou comme ça, mais ils ont le handicap de la langue. Alors on les place chez nous et on les forme. Et on a, sur les 180 collaborateurs, on a 37 nationalités. 37 nationalités. Moi, on fait un travail avec ces gens pendant les 4 ans, 3-4 ans que dure leur apprentissage. Ils apprennent pas seulement un métier, ils apprennent à devenir suisses. Et c'est assez incroyable pour le, le, le formatage qu'on fait pour que ces jeunes, pendant cette période-là, ils apprennent le français, ils apprennent un métier, ils apprennent comment on fonctionne en Suisse, comment est le système en Suisse, et complètement perdus en arrivant, en sortant, voilà, on a fait des bons Suisses. Et, et je trouve ça très beau comme image. Je trouve que c'est vraiment et c'est une belle mission. Alors, l'entreprise, il trouve aussi son compte, hein, Bien sûr. parce que souvent, à cause de la langue, ben, ils doivent doubler une année. Donc, on a un très bon mécanicien, un salaire d'apprenti pendant une année. On y trouve aussi notre compte, mais quand c'est des bons éléments, et puis on a relativement peu de problèmes. C'est des gens très motivés, mais par contre, alors la communication, des fois, il y a des malentendus sur la communication, parce qu'il y a des petits blocages, mais finalement, on y arrive. Mais ça demande un gros effort à l'entreprise, hein. C'est un gros effort d'encadrement. Mhm. Ouais. Et c'est sûr qu'être entreprise formatrice, c'est valorisant. C'est Oui, gratifiant, comme tu le dis, quand tu vois qu'ensuite ces gens deviennent des professionnels compétents, ou si c'est oui. des étrangers qui ensuite sortent de là en parlant français, en s'étant intégrés, ouais, c'est hyper valorisant. Oui, il leur manque après juste à recevoir le passeport suisse, et c'est bon. Quelques petites Et c'est années, et bon, puis et c'est bon. puis... Oui, mais finalement, c'est quoi intégrer des requérants d'asile, des choses comme ça, enfin, nous, on n'a pas les requérants d'asile, on a leurs enfants qui doivent apprendre un Mhm. métier. Mais pas que ça, hein, on a aussi... on a cette mixité suisse qui fait que, voilà, on a une moitié de Suisse et une moitié d'étrangers, comme dans les écoles, quoi, comme Mhm. dans les classes. Ouais. Et justement, avant qu'on entre dans cette thématique de la formation Oui, ou l'apprentissage, entreprise formatrice, je te disais que moi, ce que je trouvais assez incroyable quand on s'était vu en octobre 2020, c'était que tu me dises que toi-même, tu allais faire ces salons, toi-même, tu avais ces objectifs de vente, justement de trouver deux potentiels clients professionnels. Alors maintenant, tu as changé, hein, je crois, parce que maintenant vous avez un directeur, vous êtes sorti. ouais. Après, on reparlera un petit peu aussi de l'organisation, parce qu'il y a ton frère qui est aussi dans Oui. l'entreprise. Mais vous êtes trois, vous, c'est juste trois frères? Alors oui, mais dans l'entreprise, on est deux. Voilà, ok. Et puis en fait, j'ai la chance d'avoir mon frère qui est dans l'entreprise avec moi, qui lui peut s'occuper de toutes ces questions de relations avec les banques, les assurances, les bâtiments, le back-office. Et on a fonctionné comme ça pendant 25-30 ans, où moi j'étais au front et lui plutôt au back-office. Et ce qui fait que je pouvais me consacrer totalement à mon département qui était la vente. C'est, c'est, c'est un peu triché si je dois dire que j'ai pas dirigé tout Automobile Scène. Non, non, j'ai dirigé que la vente pendant toutes ces années. Et puis, Mais par contre, ouais, tu as débuté dans l'entreprise en, à la vente. à la vente, Ouais. mais donc j'allais dire en assainissant, c'est pas le mot que je cherche, mais bah, Oui, justement en tournant une entreprise il qui était dans les fallait. chiffres rouges. Non, non, mais il fallait sauver l'entreprise. Elle s'enfonçait complètement. Ça aurait pas tenu encore une année ou deux. C'était difficile, quoi. Et là donc Ouais, pour la sortir ouais. de sa situation, c'était de la vente agressive.
Oui, mais enfin, agressive à la Suisse, Oui, oui, non, on est d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas à ça n'a pas l'américaine, été mais à la Suisse, oui. Ah non, d'optimisation. non, 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 Ok, c'était pas réduction des coûts ou des choses comme ça. C'était, c'était vraiment non, non, vendre maintenant, on va doubler les à ventes la là, Suisse. on va avoir une politique de vente. Euh, voilà, alors toutes les choses qu'il faut pour vendre plus. Et donc, avoir une équipe de vente, avoir plus de stock, avoir plus d'initiatives commerciales avec la publicité, avec des expositions, avec voilà, toutes les recettes, elles sont connues, hein. Et aussi des systèmes de commissionnement pour vendeurs, ça a toujours été ma passion. Et j'ai trouvé de la très belle documentation, voilà, sur comment on peut influencer complètement le comportement d'un vendeur avec son système de rémunération. C'est impressionnant les biais que ça peut engendrer de comportement, ou alors l'excellence dans le comportement, selon la façon dont on rémunère les gens. C'est un sujet très intéressant. Et souvent, d'autres garagistes sont venus me dire, ah, j'aimerais engager un vendeur, mais je ne sais pas comment le payer. Que vous pouvez me donner une idée, qu'est-ce qui est juste de faire, quelle partie fixe, quelle partie variable, etc. C'est toujours des sujets intéressants. Et justement, tu peux en Ouais. parler un peu parce qu'en fait, ça c'est. Alors là, on parle d'un secteur de l'automobile, mais finalement, des commerciaux, des vendeurs, il y en a plus ou moins dans tous les secteurs. Et je vois ou j'entends parfois aussi dans des entreprises où ils ne mettent pas cette partie variable. Ils vont mettre un seul. Enfin, justement, bah, c'est un salaire fixe finalement qui est plutôt élevé, mais pas trop non plus. De cette façon, le commercial, finalement, il se retrouve plus ou moins tout le temps. Mais j'imagine que pour certaines personnes, ça peut aussi être frustrant si on vend énormément et on se rend compte que on pourrait gagner plus si on avait une partie variable, et pour d'autres, ben, ils s'y retrouvent parce que finalement, peut-être qu'il y a des périodes un peu trop creuses et donc ça crée une espèce de moyenne. Euh, donc toi, chez vous, vous avez des vendeurs qui ont une partie fixe et une partie variable. T'as un Oui, pourcentage de partie fixe, partie variable oui, faut toujours chercher un équilibre entre qualité et quantité. Si on vise que de la quantité, du volume, ben on va donner un pas tout de la petit bonne fixe qualité. au vendeur Ah, et ok. puis énormément de commissions variables sur la quantité. Après, si on fixe des attentes qualitatives un peu plus élevées, alors on va évidemment augmenter la partie fixe et diminuer la partie variable. Euh, ensuite, oui, on peut fractionner aussi les objectifs. On peut faire des fusées à plusieurs étages. Il y a une partie fixe. Dans la partie variable liée à la quantité, après, on peut donner encore des primes pour certains objectifs qui peuvent être qualitatifs ou quantitatifs. Si on a atteint un bon niveau à l'enquête de satisfaction, si on a une très bonne note sur Google, si on a... Alors on peut dire, attention, voilà, si on a atteint une bonne note à l'enquête de qualité, vous aurez une prime de 4 000 francs en fin d'année, ou 1 000 francs par trimestre. Parce que tout ça doit être construit de façon à ce que pour le collaborateur de vente, ça ne soit pas une énigme, son salaire. Parce que si c'est 18 pages, puis qu'il ne sait plus où il en est, dans combien il va gagner, ça ne va pas. Il faut que ça soit quand même clair, hein. Mais comme tout, hein, quand on propose un prix, alors le salaire, c'est un prix, et ça ne doit jamais être une énigme, ça doit être facilement compréhensible. Évidemment, les objectifs doivent être atteignables, doivent être mesurables, doivent être... euh, il faut Smart. construire... Voilà, voilà, exactement. Et puis, euh, oui, et après, nous, dans notre métier, ben, on a aussi des objectifs de l'importateur qui nous fixent des objectifs annuels. Et
tout ce qu'on peut décalquer de l'objectif du garage, si on sait que nous, le garage, on va toucher une prime de temps si on atteint cet objectif, ben on va diviser cet objectif sur le nombre de vendeurs pour y arriver. Donc, on peut dire aux vendeurs, écoutez, si tous ensemble, on atteint l'objectif à 80% ou 90%, il y aura une prime de temps. Et ça, c'est bien aussi parce que il y a des objectifs individuels, mais il ne faut pas qu'on crée un climat de guerre entre les vendeurs. Donc, il faut aussi qu'il y ait cette mayonnaise là de dire on va collaborer parce que tous ensemble, si on atteint cet objectif, on- on va toucher une prime. Ou alors quand c'est le mieux, c'est quand les vendeurs ils vont voir un collègue puis ils disent écoute, maintenant, t'arrêtes de faire le fainéant, tu bosses un peu plus parce que sinon tu vas nous faire rater notre prime. Et, et donc, ça, c'est. Après, on voit que la machine est dans une bonne dynamique quand ça fonctionne comme ça. Et ça t'a pris longtemps pour justement trouver le bon mélange, bon compromis entre variables, fixes, commissions. Ah, c'est quelque chose qui est adapté chaque année. Chaque année, on l'adapte. On a juste eu une période, longue période, et ça, c'était vraiment les très belles années. Quand on regarde en arrière, on est toujours un peu nostalgique de certaines périodes, mais vraiment, on a eu une période où on était le, le garage qui avait le plus de succès en termes de vente et en termes de rentabilité parmi presque tous les garages VV-Audit suisses, parce que j'avais mis au point quelque chose qui est plus possible aujourd'hui, mais j'avais mis au point un système de commissionnement pour les vendeurs où quand il y avait, c'est une époque où il y avait finalement très peu de primes de l'importateur sur des voitures, mais quand il y en avait une, j'avais mis au point un accélérateur. Je disais aux vendeurs, ben, s'il y a une prime de 1000 francs, et puis que vous ne l'avez pas donné aux clients, il y a 500 francs pour vous et 500 francs pour nous. Et ça, mes vendeurs, ils adoraient, parce qu'ils disaient, oh là là, je peux très très bien gagner, faire des très gros salaires. Mais c'était une époque, il n'y avait pas Internet, les primes n'étaient pas connues, elles n'étaient pas communiquées au grand public, elles n'étaient pas... Et avec ça, j'avais des vendeurs fidèles, parce qu'ils gagnaient très bien leur vie, heureux. Nous aussi, le garage, on était très gagnants avec cette formule-là, et ça a très très bien marché. Et puis à un moment, ça n'a plus marché, parce qu'il a commencé à y avoir une guerre des prix dans l'automobile. Il ne fallait pas une prime, deux primes, trois primes, il fallait quatre ou cinq primes pour réussir à vendre une voiture. On ne pouvait plus commencer à se faire permettre le luxe de plus donner un bout de prime. Il fallait tout donner au client pour être compétitif. Et sinon, le client, il se déplaçait, il voyait sur Internet que la prime existait, donc on ne peut pas lui cacher, il faut être très transparent. Et alors à ce moment-là, j'ai dû changer le système de commissionnement parce que sinon, les vendeurs, ils préféraient vendre trois voitures et gagner beaucoup au lieu d'en faire 10 par mois. Donc ça sabotait les objectifs de volume. Donc là, on a changé. On a dit, vous n'avez plus une prime sur la marge dégagée, vous avez une prime selon le nombre de contrats que vous avez fait dans le mois. Alors on fixe voilà, 10 contrats, et s'il a atteint ces 10, il va pouvoir avoir un accélérateur. Alors au lieu de 500 francs par voiture, il va peut-être gagner 10% de plus. Alors ça fera 10 fois 550. Et s'il a fait 11 ou 12, il va peut-être gagner 600 francs à ce moment-là. Alors là, il se dit, oulala, l'accélérateur, il est sur le nombre d'unités. Donc le message du vendeur au client, c'est je vous donne toutes les primes parce que moi, j'ai intérêt de faire du volume. Et voilà, je vous montre même les circulaires qui existent. Vous voyez, il y a la prime 1, prime 2, prime 3, je vous ai tout donné. Je suis au maximum, vous pouvez aller dans toute la Suisse, nulle part ailleurs, vous aurez un meilleur prix. Et voilà, alors ça change toute l'optique. Toute l'optique. Et on a dû s'adapter, on a dû changer les systèmes de commissionnement des vendeurs. Et certains vendeurs sont partis parce qu'ils disent oh, mais moi j'aimais mieux l'ancien système. Et j'ai dit ben, mais voilà, moi aussi j'aimais mieux l'ancien système. Mais si on fait ça, on ne vend plus, on n'existe plus. Donc on doit s'adapter. Et voilà, là il y a une révolution, mais vraiment du jour au lendemain qui était assez violente. Mais sinon,
on change le système de commissionnement chaque année un petit peu. On dit, ah, là, il y a une prime sur le nombre de voitures électriques vendues. Alors, on va transférer cette prime pour le garage, cette prime annuelle, on va la transférer en un plus petit objectif pour chacun des vendeurs. C'est pas compliqué, hein, mais il faut s'adapter chaque année un petit peu à ce genre de choses. Et voilà, alors, ça fait l'objet de grandes discussions avec les vendeurs. Chaque année, on dit, voilà, J'imagine. cette fois, l'objectif, il est là. Mais c'est important, il faut communiquer les objectifs parce que il faut donner du sens à ce que font les vendeurs. Il faut leur expliquer pourquoi. Enfin, tous les collaborateurs. Ouais. Bon, tu dis que c'est pas compliqué, ça demande quand même de la réflexion justement annuelle, de bien analyser ce qui se passe, les chiffres, Voilà, d'être la flexible. réaction aussi Ouais. également des personnes, donc des vendeurs là en l'occurrence. Et Ça, parfois, on est trop généreux. On se dit, oh là là, pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fin d'année, ça nous coûte. Mais bon, bah, voilà, faut assumer. Puis on fait attention l'année d'après de faire un petit peu autrement. Ou, voilà. Mais enfin, c'est comme ça. Mhm. Est-ce qu'on peut parler de Oui. chiffres tu disais dans les belles années, ça gagnait très bien. Euh, Qu'est-ce que c'est gagner très bien? Et puis après, si tu peux donner un exemple, mais type, hein, de justement, par exemple, si on prend l'exemple d'un, d'un très bon salaire en tant que vendeur, Mm. là-dedans, qu'est-ce qui est fixe? Qu'est-ce qui est commission? Tu vois, un peu pour comprendre. Oui, alors le principe, il est que un vendeur, il ne doit pas coûter plus que 2% du chiffre d'affaires qu'il produit. Parce que sinon, on n'arrive pas à Bien sûr. tourner. Ouais. Parce Donc, que, du chiffre d'affaires. voilà, oui, et donc On parle même pas de bénéfices. non, non, Ouais, ok. si un vendeur, il vend une voiture à 40 000 francs, on ne doit pas lui donner plus que 800 francs de commission, enfin de salaire. Mais là-dedans, il y a sa partie fixe et puis sa partie variable. Ok. Ça doit, donc, voilà, s'il gagne 3 000 francs de fixe, ben peut-être que sa commission, elle sera plus que de 400 francs. Parce qu'il y a déjà 400 francs dans la partie fixe. Mhm. Et, et donc, on- on- voilà, ça c'est la règle. Après, j'ai souvent des vendeurs qui disent, oui, il y a tel garage, il m'a fait telle proposition de salaire, c'est extraordinaire, c'est mirobolant. Puis je fais le calcul avec le vendeur, je dis, mais voilà, vous voyez, il propose entre 3 et 4%. Donc c'est une promesse mensongère. Il vous fait ça pour vous engager, et je vous parie que dans les 3 à 6 mois après votre engagement, il va baisser le salaire. Parce que c'est comme ça dans toute la branche automobile. Celui qui offre un salaire supérieur à plus que 2%, il va dans le mur, il va perdre de l'argent, c'est pas possible. Donc, il peut peut-être le faire pour vous attirer pendant quelques mois, mais après, renseignez-vous auprès d'autres vendeurs qui sont allés là-bas, qui sont partis après 6 mois. Pourquoi? Parce que les promesses d'engagement ne seront pas tenues, Mhm. etc. Enfin, et puis Ça, après, ça arrive souvent quand même. oui, oui, et Ouais. puis oui, ça arrive souvent. Et puis, c'est alors c'est le tout, c'est de garder un vendeur dans la branche automobile qui reste fidèle pendant 3 à 4 ans. Après, il part plus parce qu'il s'est constitué une clientèle. Mhm. C'est ce que tu disais avant dans tes chiffres. À partir du moment où il commence à avoir une clientèle fidèle, après 3 4 ans, qui renouvelle. Puis il voit les clients à qui il a vendu il y a 4 ans qui reviennent. Et à ce moment-là, il dit, oulala, si je quitte ma place, je dois tout recommencer ce travail. Reconstituer une clientèle. Et ça va être long, ça va être fastidieux. Tandis que là, je commence à profiter de mes 3 ans d'investissement. La quatrième année, ça commence à profiter. Alors, c'est ça, il faut pouvoir garder le vendeur un certain nombre d'années pour qu'après ça tourne. Et après, justement, un vendeur, après, on lui donne une liste de 800 clients, 800 à 1000 clients. Enfin, c'est ses clients à lui. Il doit tous les contacter une fois par année. Et ça, c'est vous qui donnez. Oui, mais au début, il y a 20 ou 30 ans, on n'avait pas l'informatique, on n'avait pas tout ça.
on faisait nos séances de vente le matin, on disait qui appelait qui, on avait des petites cartothèques sur papier, enfin, c'était comme ça. Tandis que maintenant, on a des outils, des CRM, là, Mhm. qui sont très, très, très performants. Et puis, on peut tout de suite voir, on peut tout mesurer grâce à un CRM, si le vendeur a, a- a fait ses téléphones, combien d'essais il a fait, combien d'offres il a fait et combien de ventes. Donc, on peut voir si on a un vendeur qui est flemmard, il ne fait pas assez de téléphones, il ne fait pas assez d'offres, par contre, il a un taux de conclusion très bon par rapport au nombre d'offres qu'il fait, il vend beaucoup. Mais c'est dommage. Alors lui, on va lui dire, attends, maintenant Faut y aller. tu téléphones un peu plus parce que Mhm. Mhm. tu pourrais vendre le double en faisant... Parce que tu es très bon dans la conclusion, mais tu es un peu flemmard au départ. C'est dit comme ça. Ou l'inverse, le vendeur qui fait énormément d'offres et tout, mais beaucoup d'essais, puis entre les essais et les offres, mais le taux de conclusion est très faible. Alors on va aller le voir, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'arrives pas à conclure? Et là, on va peut-être lui donner une formation spécifique pour l'aider à conclure. Et, et voilà, donc c'est tout. On voit tout aujourd'hui. C'est impressionnant. C'est sur le travail du vendeur. Et tout ça, il y a un cockpit pour piloter ça pour le chef de marque. Maintenant, à l'époque, moi, je m'occupais de tous les vendeurs de tous les sites. Mais maintenant, non, on a un chef de marque pour la marque Volkswagen, un pour Audi, un pour Seat, Seat Cupra, un pour les utilitaires. Et chacun de ces chefs de marque pilote ses vendeurs et il contrôle ces chiffres-là tous les mois si tout a bien été fait dans la prospection, dans tout, dans les livraisons, jusqu'à la livraison. Oui. Ok, et donc tu disais 2% sur le Oui. chiffre d'affaires. En moyenne, un vendeur, c'est combien de chiffre d'affaires? Euh, oh, c'est très variable. Il y a des très grosses différences, déjà C'est d'une vrai? marque à l'autre. Ouais. Il y a des marques où le prix moyen est beaucoup plus élevé que dans d'autres. Et puis, parce qu'il y a aussi les vendeurs de voitures d'occasion, faut pas, Oui, c'est juste. Ouais. c'est aussi un travail là, de vente. Et puis, oui, oui, moi, j'aimerais bien que, mais on peut avoir, voilà, un vendeur qui gagne 7 000 à 8 000 francs par mois, et puis un autre qui débute, qui a de la peine à dépasser les 5 000, et puis, mais c'est un vendeur junior, et, et puis on a des vendeurs stars là, j'ai pas pu engager récemment un vendeur d'un autre garage. Je Une voulais star. absolument qu'il vienne vers moi, mais il fallait lui garantir du style 15 000 francs par mois. Ah oui, Je ok. dis non, mais je peux pas garantir ça. Il faut vis-à-vis des autres. Alors là, on doit aussi être très cohérent. On doit avoir un Bien sûr. barème qui est le même pour tous les vendeurs. Il y a une virgule d'écart, c'est le tollé, hein. Pourquoi lui l'a plus, puis pas moi, puis donc il faut que le barème soit clair, précis, Mhm. parce que sinon, on a beau dire que les gens ne doivent pas discuter de salaire, ils discutent quand même entre eux, Bien sûr. et s'il y a un petit avantage qui n'est pas justifié à une place, c'est le début des ennuis. Ça, il faut être très, très cohérent, sinon c'est des problèmes de ressources humaines terribles. Donc Mhm. on doit avoir un barème vraiment, vraiment précis, ce qui fait que on n'a pas pu engager la star, quoi. Des fois, on aimerait bien engager le Lionel Messi de la vente, puis pourquoi on lui... Oui, on peut le faire dans le faute, mais oui, c'est vrai, mais dans le milieu de l'entreprise, c'est difficile, hein, Alors, c'est à lui de dire non, non, mais si vous êtes une star, venez, on vous applique notre barème, et avec notre barème, vous allez gagner vos 15 000 francs. Mhm. Mais simplement vous dire oui, oui, venez, puis on vous le donne pendant 2 ans, garantie et tout. Non, parce que c'est injuste vis-à-vis des C'est autres. Et, clair. et c'est. Ouais, après, tu paies genre un système qui est mis en Voilà, place on met en péril tout le c'est système. ça. Et c'est c'est difficile, hein, et, et qui nous dit qu'il va performer aussi chez nous. Il peut performer peut-être mieux dans un autre environnement
que dans le nôtre. Et ouais, Oui, ça c'est. c'est aussi c'est des choses à tenir compte. Mhm. Et donc par rapport à ton rôle, il a bien évolué. Oui, On est allé jusqu'à justement toute cette partie donc de vente. oui. Et puis aujourd'hui, est-ce Mais que mon rôle, il a beaucoup évolué. D'abord, j'avais un vendeur à Neuchâtel, un vendeur à Yverdon, alors j'en ai engagé plus hein, pour en avoir toujours plus. Après, en quelques années, on a acheté le garage Chaux-de-Fonds, donc là aussi, il fallait mettre des vendeurs, fallait. Alors là aussi, c'était incroyable. On a acheté le garage et l'ancien propriétaire, il a encore travaillé quelques années avec nous. Et ces mêmes vendeurs qui étaient à la Chaux-de-Fonds, les mêmes, hein, la même équipe, du jour au lendemain, c'est pas pour me jeter des fleurs, hein, mais coachés par moi, ils ont doublé leur vente. Et l'ancien propriétaire, il a dit, il a dit à Sylvain, mais vous êtes des salauds. Quand c'était avec moi, vous vendiez 2 fois moins de voitures. Et puis maintenant que c'est David, ben, vous vendez le double. Et alors, et la raison de ça, c'était justement ce système de commissionnement qui était tellement motivant pour les vendeurs que tout d'un coup, ils se sont réveillés, puis ils se sont mis à courir, et puis je les suivais de très près. Et après, il y a eu un développement des marques. Ben, c'est connu de tout le monde. Et les marques VW, Audi ont eu toujours plus de modèles. Le monde est devenu toujours plus compliqué. Donc, on a dû spécialiser les vendeurs par marque. Un vendeur Volkswagen n'osait plus vendre des Audi et vice-versa. Après, il a fallu engager des chefs de marque, un chef de marque pour chaque marque. Et là, moi, je suis monté dans la hiérarchie et j'avais plus le contact en direct avec mes vendeurs. Et cette relation privilégiée que j'avais avec mes vendeurs, je ne l'ai plus eue. Où je discutais vraiment 1 heure avec chacun toutes les semaines, puis en discutant de la qualité de ses affaires, en disant, mais ouais, vous voyez, là, vous auriez pu faire ci, vous auriez encore pu vendre des rounets, vous auriez pu faire 1% de moins, là, la reprise, bravo, vous l'avez super bien repris, toutes mes félicitations, ça me rend très heureux comme vous avez fait. Enfin, ce genre de discussion, je ne l'avais plus. J'ai dû déléguer ça au chef de marque, et puis, et puis quelque part, je l'ai regretté, mais bon, il paraît que si on veut progresser dans une entreprise, faut toujours abandonner ce qu'on sait le mieux faire et puis, et puis s'attaquer à des nouvelles tâches. Donc voilà, ben, j'ai abandonné ce que je faisais le mieux, puis j'ai dû m'attaquer à des nouvelles tâches. Et, et voilà. quelle tâche? Ben, justement, au lieu d'être juste le chef de vente d'une équipe de vendeurs, je vais passer à directeur de vente avec des chefs de marque sous mes ordres. Et, et donc mes interlocuteurs, c'était plus les vendeurs, c'était les chefs de marque. Et voilà, et ça s'est développé comme ça. Et, et après, maintenant, ben, j'ai engagé un nouveau directeur. Et c'est même plus moi qui suis, qui suis le directeur de vente ou le directeur général. On a engagé un directeur général et je me suis retiré en étant moi-même au conseil d'administration. Et dans ce conseil d'administration, il y a ton frère. Il y a mon frère, oui, et, et c'est à nous maintenant j'ai dû me sortir de l'opérationnel. Mais c'est normal, quoi. C'est la trajectoire normale. Et quand une entreprise grandit, si on choisit d'engager un directeur, je veux pas court-circuiter la hiérarchie. Bien sûr. Alors c'est tout un équilibre à trouver en étant là sans intervenir dans l'opérationnel. Donc si je vois quelque chose qui ne va pas, ben, je vais voir le directeur. Enfin, j'attends notre séance du lundi et puis je lui dis, ben, j'ai vu ça et ça, on m'a rapporté que faites-en ce que vous voulez. Mhm. Mais, mais faites au mieux ou faites ça. Moi, par contre, je dois mettre les conditions cadres d'infrastructure, de finances, pour que le directeur puisse faire son travail dans les meilleures conditions. Mais le monde va vite en ce moment, hein, c'est difficile. On doit gérer une crise après l'autre. Et en ce moment, c'est ça qui est difficile. En introduisant l'épisode, on a parlé de Big Good Dream. Oui, oui. Est-ce que tu as également entré dans Big Good Dream parce que justement tu as pu sortir de l'opérationnel, ce qui fait que, ça c'est une question,
ce qui fait que tu as peut-être un peu plus de temps qu'avant, ou juste que ça a été un coup de cœur, la créatrice, la fondatrice, plus Oui. ce nouveau produit. Moi, euh, j'ai gardé quelque chose. Enfin, je sais pas si ça intéresse les gens, mais moi, j'aime toujours faire quelque chose que j'ai jamais fait, de découvrir quelque chose de nouveau que j'ai jamais fait. Donc là, quand tu m'as proposé de venir au podcast, d'abord je me dis ah non, j'aime pas parler de moi, comme la plupart des gens. Puis après je me dis mais non, j'ai jamais fait ça. Première fois de ma vie que je fais un podcast, enfin comme invité comme ça, enfin sous quelque forme que ce soit. Donc je me dis ah quelque chose de nouveau, j'y vais. Si on me dit ah on va tester une descente en tyrolienne, ah j'ai jamais fait ça, j'y vais. Je suis toujours oui, je me dis, on vit qu'une fois, il y a des trains qui se présentent qu'une fois dans la vie, c'est peut-être la seule fois que je vais faire un podcast. Donc je me dis, je l'ai fait, je l'aurais fait une fois. Donc moi, je suis toujours comme ça. Des fois, je me suis mis dans des embarras, dans des situations terribles, parce que j'ai ce petit côté adolescent qui, ah, c'est nouveau, je fonce. Et même à 57 ans, j'ai ce côté-là. Et avec Bigo Dream, c'était ça. Il y a une idée d'un produit génial. On peut, on peut, on peut en faire le Red Bull de la coiffure si on développe ça, mais comme il faut, parce qu'il faut qu'on en parle après de ce produit, il est absolument génial. Et je me suis dit, ben, je fonce, mais sans réfléchir à me dire dans quoi je m'embarque, combien de temps ça va prendre, combien. C'était un coup de cœur. Je me dis, il y a quelque chose de nouveau avec une très belle personne qui est Angie, et puis avec qui on a un très 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 bon feeling, et j'ai eu beaucoup de respect pour elle et pour sa personne, et puis comme elle gère sa vie, et puis tout ça, alors j'ai pas réfléchi longtemps, je me suis dit, ah, voilà, il y a quelque chose de nouveau à vivre, ben, vivons-le. Et, ben, c'est clair que ça prend beaucoup de temps, mais c'est passionnant. Et puis maintenant, ben, comme je suis plus dans l'opérationnel automobilistique, ben, ça me libère un petit peu de temps pour ce genre de choses. Mais je pourrais pas en faire 10 à la fois. Mais là, c'est vraiment. Alors là, ce qui était nouveau dans ma tête, c'est j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat. J'étais assistant au cours d'entrepreneurship. J'ai toujours aimé ces choses-là. Et puis tout d'un coup, on me propose oui, de démarrer une start-up. Et je me dis, ah oui, trop bien. Et puis, on y va. Et puis, et puis mais c'est Angie qui a créé Big Good Dream qui fait tout le boulot, hein. Moi, je suis juste le coach un petit peu, hein. Je suis un peu. Oui, mais. Enfin, je suis quand même associé. J'ai quand même des parts. Mais je suis impliqué comme ça. Et puis ça me tient à cœur énormément. Ouais. David, je te propose qu'on passe à la partie 2 Oui, et on parlera un peu plus de Big Good Dream, de volontiers. tes idées, parce que tu as plein d'idées Ouais. qui te viennent un peu constamment. Donc, passons à la partie 2. Ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode et s'il t'a plu, pour m'aider à continuer, abonne-toi à Développement avec Brian Oumana sur ta plateforme de podcast préférée et sur YouTube et n'oublie pas de donner ton avis en le notant. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour la partie 2. Ciao ciao. Yeah.